Enfin, pour clôturer en beauté cette feuille de TD sur la théorie des ensembles, on va s'intéresser à un ensemble particulier qui avait été étudié par Bertrand Russell, un des fondateurs de la théorie des ensembles et des fondements des mathématiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est un ensemble un peu paradoxal qui a montré qu'en fait, la façon dont on faisait des maths jusqu'alors n'était pas satisfaisante. À savoir que jusqu'au début du XXe siècle, en général, on utilisait les ensembles en mathématiques d'une façon, peut-être comme vous êtes habitué vous-même à les utiliser, et je vous le confesse moi aussi, un peu comme ça, quoi. Un ensemble, c'est un paquet de trucs et il n'y a pas grand-chose à justifier. De toute façon, c'est le fondement vraiment des mathématiques, il n'y a rien de plus basique que ça. Donc a priori, un ensemble, bah oui, ça existe toujours. Si j'ai des éléments, je peux les mettre dans un ensemble, pas de problème. Pas besoin de regarder plus avant, c'est vraiment les briques de base. Et on raisonne là-dessus. Russell arriva un jour avec le paradoxe suivant, très bien, donc on fait notre théorie des ensembles, comme ça on peut en particulier considérer l'ensemble de tous les ensembles. Donc on prend tous les ensembles qui existent partout, tous les ensembles de nombres, de fonctions, de tout ce que vous pouvez imaginer, on met tout ça dans un gros sac, certes c'est un très gros sac, mais ça reste un ensemble et on l'appelle U. Et du coup, on peut définir, comme toujours, des sous-ensembles de U en regardant les éléments de U qui vérifient un certain prédicat. Et donc ici, on regarde le prédicat, X n'appartient pas à X. Donc pourquoi ce truc-là a un sens? C'est très bizarre, X n'appartient pas à X, réfléchissons-y un instant. X, du coup, c'est un élément de U qui est l'ensemble de tous les ensembles. Donc X, puisqu'il est dans U, c'est lui-même un ensemble. Ok? Donc ça a un sens de se demander si quelque chose appartient ou n'appartient pas à X. Maintenant, X, on peut le voir aussi comme un élément. Comme on a dit, c'est pas embêtant, on l'avait dit notamment à l'exercice 4, je crois, c'est pas particulièrement embêtant d'avoir un ensemble qui est un élément d'un autre ensemble. Autrement dit, on peut très bien avoir un ensemble dont les éléments eux-mêmes sont des ensembles. C'est notamment le cas de U d'ailleurs. U, c'est l'ensemble de tous les ensembles. Donc on a pris tous les ensembles possibles, on les a mis dans un sac, et ce sac est lui-même un ensemble, c'est du moins ce qu'on prétend. Et de même, on pourrait prendre... Donc comme U c'est l'ensemble de tous les ensembles, il contient en particulier certains ensembles dont les éléments sont eux-mêmes des ensembles. L'ensemble de tous les ensembles, ça inclut les ensembles de nombres, les ensembles de fonctions, les ensembles de vecteurs, les ensembles de suites, les ensembles de matrices, de polynômes, et puis les ensembles d'ensembles, pourquoi pas. Donc on peut effectivement se demander quels sont, parmi tous ces éléments qui sont dans U, parmi tous ces ensembles qui existent, lesquels se contiennent eux-mêmes comme éléments. Il faut pas trop y réfléchir, ça donne un sacré mal à la tête, mais c'est une question qu'on est en droit de se poser. Pour revenir à ce qu'on disait dans l'exercice 4, cette proposition a un sens, et donc on prend tous les éléments de U pour lesquels elle est juste, on les met dans un paquet. Ce paquet est un sous-ensemble de U qu'on appelle A. Du coup, A est lui-même un ensemble. Donc A appartient à U. C'est la première chose à remarquer. A est un sous-ensemble de U. Donc c'est un ensemble. Il n'y a pas de raison, hein. On vous a dit qu'on pouvait définir des ensembles en définissant un prédicat sur les éléments d'un ensemble plus gros. Donc ici, on va avoir du mal à faire plus gros que U. Et donc, en particulier, puisque c'est un ensemble et que U est l'ensemble de tous les ensembles, A est un élément de U. Donc ici, on a à la fois A inclus dans U et A est un élément de U. Puisque A est un élément de U, on peut se demander si A vérifie ou ne vérifie pas ce prédicat. Si j'appelle P de X le prédicat, on peut se demander quelle est la valeur de vérité de P de A. P de A est donc une proposition puisque P est un prédicat sur les éléments de U et que A est un élément de U, on peut se demander quelle est la valeur de vérité de P de A. Autrement dit, on peut se demander si A appartient à A ou si A n'appartient pas à A.
Donc, supposons par l'absurde, on nous demande de montrer qu'on ne peut pas avoir A appartient à A dans la première question. Donc, supposons que A appartient à A. Alors, par définition de A, A, c'est l'ensemble des éléments de U qui vérifient P de X, tel que P de X soit vrai. Bah, puisque A appartient à A, ça veut dire que P de A doit être vrai. C'est la condition pour être dans A. Puisque A est défini par le prédicat P de X, on en déduit que P de A est vrai. Autrement dit, A n'appartient pas à A. On a donc obtenu A appartient à A, c'est notre supposition. Et A n'appartient pas à A. Contradiction. Donc forcément, vous allez me dire, on a supposé que A appartient à A. On est arrivé à montrer que dans ce cas-là, on a à la fois A appartient à A et A n'appartient pas à A, donc c'est une contradiction. Donc ça doit vouloir dire que A n'appartient pas à A, n'est-ce pas? Ça veut dire que la proposition, elle est fausse. L'hypothèse, pardon, l'hypothèse A appartient à A, elle doit être fausse. Et ben en fait, c'est un problème aussi, parce que si elle est fausse, ça veut dire que A n'appartient pas à A, c'est-à-dire P de A est vrai, donc A est un élément de U qui vérifie P de A, donc A appartient à A. A, c'est ce qu'elle veut dire. A. À nouveau, on a donc une contradiction, on a à la fois A n'appartient pas à A et A appartient à A, on a P et non P, et ça, c'est pas possible. C'est une contradiction, et les mathématiques ne tolèrent pas les contradictions. Donc notre hypothèse, à nouveau, doit être fausse. Donc A ne peut pas être un élément de lui-même, et il ne peut pas ne pas être un élément de lui-même. Donc on a une méga contradiction ici. Ici, en fait, on a une méta-contradiction, si je puis dire, entre 1 et 2. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Du coup, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire? Eh ben, en fait, c'était au tout début. C'est caché ici. Quand on a supposé que U était l'ensemble de tous les ensembles, on a fait quelque chose qu'en fait, on n'a pas le droit de faire. Et c'est ça, la conclusion à laquelle en est arrivé Russell, c'est que, en théorie des ensembles, contrairement à ce qu'on croyait peut-être un peu naïvement jusqu'alors, on ne peut pas définir absolument tout ce qu'on veut. Absolument tout ne peut pas être un ensemble. Il faut que les ensembles respectent certaines règles pour qu'on reste dans des choses raisonnables. En particulier, l'ensemble de tous les ensembles n'est pas un ensemble n'est pas quelque chose de raisonnable, donc plutôt la collection de tous les ensembles n'est pas un objet suffisamment raisonnable pour qu'on puisse l'appeler un ensemble. Peut-être allez-vous me demander quels sont exactement, ok d'accord, donc on interdit U, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on n'a pas le droit de faire? Et ben en fait ces règles sont l'objet des axiomes de Zermelo et Frenkel, que vous avez certainement vu en cours. Ce sont ces axiomes. Je vais finir ma phrase tout de même, voilà. Histoire de ne pas avoir écrit quelque chose de faux. Ce sont ces axiomes de Zermelo et Frenkel que vous avez vus en cours qui définissent les limites de ce qu'on a le droit ou pas de faire avec des ensembles et qui nous ont permis ensuite de
Donc ensuite, face à cette contradiction, on a quand même eu chaud hein, en mathématiques, enfin pas moi personnellement, j'étais pas née, mais les mathématiciens de l'époque se sont demandé si tout l'édifice allait pas s'effondrer, puisqu'il était basé sur les ensembles, que jusqu'ici on manipulait sans trop faire attention, et qui en fait pouvait apparemment mener à des paradoxes. Donc si on voulait quelque chose de logiquement consistant, quelque chose qui ne, qui ne donne pas lieu à des contradictions, il faut qu'on fasse un peu plus attention à ce qu'on définit comme des ensembles. Et ce sont Zermelo et Frenkel qui ont mis au point un système d'axiomes, un système de règles que doivent vérifier les ensembles pour être justement considérés comme des ensembles et constituer des briques de base des mathématiques. Et donc l'ensemble U de tous les ensembles ne fait pas partie de ces ensembles qui vérifient, de ces objets qui vérifient des axiomes de Zermelo et Frenkel. Mais il a tout de même fallu qu'on passe par un paradoxe qui est arrivé assez tard dans l'histoire des mathématiques pour comprendre ça, pour comprendre qu'il nous fallait vraiment des axiomes qui limitent ce qu'on a le droit de faire. Donc c'est pas la seule façon de fonder les mathématiques, mais c'est la façon, disons, classique de faire. Je vous invite à jeter un œil à nouveau aux axiomes de Zermelo et Frenkel de votre cours, et vous trouverez sur mon site internet quelques précisions par rapport à ces différents axiomes et quel est leur rôle. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cet exemple historique vous aura un peu amusé. Il est essentiellement là pour ça. Si vous avez maintenant vraiment très mal à la tête, déjà la feuille de TD est finie, très bonne nouvelle, et ensuite ce n'est pas forcément nécessaire de comprendre toutes les subtilités de cet exemple-là, c'est plutôt un exemple historique. Je vous remercie beaucoup de votre attention encore une fois. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.